Je commence donc avec cette fable que vous avez déjà pu entendre, la chèvre, la vache et le troupeau. Qui porte comme sous-titre, et c'est la seule, une des deux seules à porter un sous-titre, la saine concurrence. Et on pourra revenir sur ce sous-titre dans la phase d'explication. Allons-y. Depuis longtemps, la vache fait valoir que le meilleur des laits est celui de son sein. Depuis longtemps, la chèvre croit savoir que le sien est goûteux et par 3 fois plus sain. Dans la fromagerie, pour les départager, un jury s'assembla, et toute affaire cessante tint un grand tribunal. La foule se fit pressante, tous étaient là pour les encourager. Un bouc, inattentif, renverse une chandelle, et le feu prend gaiement dans le vieil appentis. Le jury s'en émeut, mais les deux demoiselles détournent l'attention de ce maigre incendie. Elles structurent le débat, développent les arguments, prônent les vérités que la rivale dément. Le brasier, ce faisant, gagne quelque envergure. Qu'importe, font valoir ces belles créatures, la bovine discours, on en oublie le bruit. La chèvre répond bien, on omet la fumée. On devine à peu près quelques flammes qui, lui, sans trouver en cela rien d'inaccoutumé. Les flammes, maintenant, s'offrent une première victime. Ce n'est, nous dit la chèvre, qu'une fort juste dîme. Allons plus en avant, formons notre opinion. Il faut que je triomphe, puisque j'ai bien raison. Un cochon, pris au piège, s'immole à petits cris. Faites taire, voulez-vous, ce porcin mal appris, réplique encore la vache pour couvrir la clameur. Le bûcher attendra, il faut rendre sentence. L'attention se resserre sur les compétiteurs. Le juge va parler, il apprête sa stance. Alors la charpente ploie, se tord et se délite. Alors le toit s'effondre et les flammes en furie mordent à pleines dents les chairs de la curie. On meurt en caressant une impossible fuite. Morale. Les mythes ont la peau dure, et la saine concurrence viendra sans peine à bout de nos belles espérances. Notre avenir se joue dans ce jeu malhabile qui fournit tour à tour le crime et son mobile. Voilà donc pour cette fable de la chèvre, la vache et le troupeau. Du coup, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous apporter 4 petits points d'éclairage sur cette fable pour vous parler un peu plus du contexte dans lequel elle m'est venue à l'esprit, des sources d'inspiration et aussi ce que j'entends par cette fable, attendu que vous êtes plusieurs à m'avoir exprimé comme retour que de toutes les fables qui avaient été publiées jusqu'à présent sur nos pages internet, c'était peut-être celle qui était la moins compréhensible ou la plus hermétique. Du coup, petit résumé, de manière générale, qu'est-ce que j'entendais dans cette fable? Ce qu'elle dépeint, c'est cette faculté qu'on a à faire des débats pour tout, pour rien, en fermant les yeux sur les crises ou la crise qui est la plus grave, qui est source de nombreuses autres crises et crispations présentes et à venir. Et j'entends par là notamment le phénomène de changement climatique. Dans la fable, il y a un élément qui est assez problématique, c'est que la chèvre, la vache, sont deux personnalités qui finalement sont assez similaires, mais qui vont capter toute l'attention sur elles et rejeter tout l'auditoire dans un espèce de gloubi-boulga indéfini et informe qu'on ne dénomme que de façon unique et lacunaire à travers le terme « le troupeau ». Donc le troupeau, c'est vous, le troupeau, c'est moi. On est tous pris en otage par deux adversaires qui vont s'affronter dans un match plutôt absurde et qui nous détournent de l'essentiel. Alors, 4 petits points d'éclairage. Premier petit point d'éclairage, en termes d'inspiration. D'où m'est venue cette idée d'avoir un débat qui se tient dans une maison en feu, personne qui considère la maison en train de brûler et tout le monde qui est accaparé par le débat. Alors, une première source d'inspiration évidente, c'est le discours que Jacques Chirac, alors président de la République française, avait prononcé au sommet de la Terre de Johannesburg en 2002, donc sommet de la Terre qui était justement destiné à questionner le phénomène de changement climatique et la réponse internationale qui pouvait lui être apportée. Phrase d'introduction de son discours, « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Donc il y avait une proximité en termes de sens, une proximité sémantique et idéologique entre le réchauffement climatique et l'incendie. Et donc c'est sur la base de cette phrase que j'ai construit la fable. Second point d'éclairage.
Un autre élément que je voulais aussi mettre en évidence et en exergue dans cette fable, c'est l'accaparement médiatique de l'attention. Aujourd'hui, dans notre société du spectacle, comme diraient certains, on a une quête permanente du sensationnel qui va attirer, qui va capturer notre attention et qui va nous détourner d'informations qui, aujourd'hui, semblent moins importantes, mais qui, dans le temps long, comptent beaucoup plus. On est soumis à une forme de règne de l'éphémère sur des considérations de long terme. C'est un second élément que je voulais du coup donner à voir dans cette fable. Troisième point d'éclairage, d'ordre plutôt psychologique, c'est l'incapacité de l'esprit humain à appréhender des évolutions qui sont graduelles, comme voilà, la chaîne d'évolution potentielle que peut avoir le changement climatique sur nos écosystèmes. Là, dans la fable, c'est poussé à l'extrême, parce qu'il s'agit quand même d'un incendie. Traditionnellement, l'incendie, c'est un événement qu'on associe plutôt à une crise qui est caractérisée par l'urgence. Mais en miroir, le fait que le troupeau ne réagisse pas à cet incendie qui progressivement prend de l'ampleur reflète la situation dans laquelle nous nous trouvons. Il propose en tout cas un parallèle avec cette situation et avec notre appréhension du changement climatique, la manière dont on le considère et dont on enregistre les informations que nous renvoie la nature soumise à ce changement. Informations que, un, nous ne voyons pas, que deux, parfois, nous refusons de voir, ou que trois, nous acceptons sans réagir, convaincus que de toute façon, à notre échelle, il n'y a pas grand-chose que l'on puisse faire ou que l'on soit en mesure de faire. Quatrième point d'éclairage sur cette fable, qui va du coup expliquer notamment le sous-titre que je lui ai donné, la saine concurrence, qui était peut-être l'élément le moins directement perceptible dans la fable. Donc c'est justement ce questionnement autour de la notion de concurrence, concurrence au nom de laquelle, aujourd'hui, on est souvent amené à rejeter des propositions qui seraient, propositions de loi notamment, qui seraient bénéfiques pour l'environnement, mais qui, parce qu'elles sont vécues comme des contraintes par les acteurs économiques, sont refusées par notamment les instances qui représentent ces acteurs économiques. Et alors là, pour le coup, je me basais tout d'abord dans une expérience personnelle que j'avais eue. À l'époque où je travaillais au sein de la direction développement durable de BNP Paribas, j'étais amené à participer à plusieurs instances de réflexion autour des sujets de RSE au sein d'organisations représentantes du patronat français et notamment au sein du MEDEF et au sein de l'AFEP. Et donc en 2016, le grand sujet, c'était la loi devoir de vigilance. Une loi devoir de vigilance où tout le monde s'accordait à dire que oui, de façon éthiquement, c'était une loi qui n'était pas du tout dénuée de sens et qui aurait sans doute un grand intérêt, mais que choisir d'adopter cette loi et de soumettre les entreprises françaises à cette loi quand les entreprises internationales ne le sont pas, était un risque qu'on faisait peser sur la compétitivité des entreprises françaises. Et du coup, toute cette idée qu'on retrouve là, entre la concurrence qui se pose entre la vache et la chèvre, c'est cette concurrence qui accapare l'attention et au nom de laquelle on va refuser de prendre des décisions qui s'imposent pour continuer à laisser libre cours à la concurrence, à faire tout le jeu des acteurs économiques de façon libre. Et encore aujourd'hui, donc cet élément que j'avais vécu en 2016, c'est de plaidoyer du MEDEF, de la FEP contre des mesures qui sont bénéfiques pour l'environnement, mais qui sont vécues comme un frein par les acteurs économiques, se retrouve. Et se retrouve notamment, pas plus tard que dans les mois passés, avec la mise en lumière de certains lobbies et plaidoyers portés par ces deux organisations patronales qui ont demandé notamment, ou en tout cas émis l'idée auprès de la présidence de la République et auprès du ministère de l'écologie, que la plupart des lois considérées aujourd'hui et portées par le ministère de l'écologie, notamment la loi de l'homme d'orientation des mobilités, la loi portant sur l'économie circulaire, la programmation pluriannuelle de l'énergie ou aussi la stratégie nationale bas carbone, que toutes ces lois soient soumises à une forme de moratoire, que leur application soit repoussée dans le temps. Il demandait a priori 6 mois via la voix de M. Roux de Bézieux, donc, qui est le président du MEDEF. Et c'est, à mon sens, justement symptomatique de ce phénomène où, oui, on est conscient du problème, oui, on avance dans notre compréhension du problème en proposant des lois qui sont opportunes, qui apporteraient réellement une avancée vis-à-vis de la réponse à apporter à ce problème, mais que l'on repousse, que l'on refuse de voir advenir dès demain parce que ça met en péril la compétitivité ou la concurrence. Et du coup, voilà, on retrouve cette notion de saine concurrence en sous-titre pour évoquer justement cet aspect-là.
Voilà donc les 4 petits points d'éclairage que je voulais vous proposer aujourd'hui. Si vous avez envie de réagir, vous êtes les bienvenus pour voilà, partager avec nous la manière dont vous aviez compris cette fable. Est-ce que ces points d'éclairage vous semblent… Est-ce que vous ne les avez pas du tout vus venir? Est-ce que vous les aviez entreaperçus? Voilà. La parole est à vous. Pourquoi le choix de ces deux animaux en particulier? Est-ce qu'il y a il y a un lien en particulier avec ce que tu viens de nous dire? Alors, en l'occurrence, non. Enfin, ce que j'aimais bien dans ces deux animaux, c'est que justement, ils pouvaient, dans le champ des animaux de la ferme qu'on connaît bien, ils pouvaient un peu être perçus comme l'élite. La vache, la chèvre, qui finalement vont s'opposer, alors qu'elles sont in fine très proches. Elles ont toutes les deux, comme on l'avait mis dans notre petit texte introductif, 4 estomacs, ce sont des Mm. ruminants, elles mangent à peu près la même chose, elles produisent du lait. Et du coup, c'était cette proximité-là qui rendait leur débat finalement encore plus stérile. On s'en fiche en fait de savoir qui a le meilleur lait. Et du coup, c'est ça qui a guidé mon choix. Et après, je m'étais orienté aussi pour avoir ce bâtiment qui brûle vers des animaux qu'on a l'habitude de voir dans une étable, dans une fromagerie, et ce qui m'a aussi orienté vers ces deux animaux-là. Après, ils ne sont pas symptomatiques en tant que tels d'animaux qui refuseraient de regarder la réalité en face. Ok. Que pouvons-nous faire à notre échelle? Ça, c'est grande question et vaste sujet, et sur lequel je n'ai pas du tout la réponse. Mais en tout cas, c'est un des sujets sur lesquels j'invite à réfléchir de façon récurrente dans le recueil, à travers différents prismes, différents animaux et différents problèmes. Euh, de manière générale, à notre échelle d'individus, citoyens, consommateurs, esprits, capables de porter une parole politique, on a plusieurs axes d'intervention sur ce système-là euh, auxquels on peut se confronter soit en rupture, soit pour essayer de le changer. En rupture, en développant des modes de vie, de consommation complètement alternatifs, ou pour essayer de le changer en s'investissant davantage sur la scène politique pour porter des messages qui soient différents. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ne serait-ce qu'en tant que consommateur, on a un pouvoir qui est énorme parce que le système fonctionne aujourd'hui, parce que nous, à l'échelle individuelle, on achète le mode de vie, les rêves, les représentations du réel que le système nous propose. Si demain on voulait arrêter de croire en ce système, arrêter de croire en la publicité qui nous fait voir que parce qu'on va mettre telle crème pour la peau, on sera beaucoup plus heureux, ou parce qu'on va conduire telle voiture, on sera beaucoup plus à l'aise dans nos baskets. Si par ailleurs nos baskets, on arrêtait de croire que c'est juste en s'achetant ce dernier modèle à la mode que tout d'un coup on deviendra un athlète, on va progressivement commencer à enrayer ce système-là. Donc je pense qu'il y a vraiment des choses à faire en termes de choix de consommation, mais qui s'étendent ensuite plus largement à tous nos choix de vie. Et du coup, privilégier des modes de consommation qui sont plus vertueux, parce que produits à moins longue distance de notre domicile, parce que requérant moins de matières premières extraites de la nature, donc en privilégiant des formes plus renouvelables de matières premières, en s'intéressant au sujet de l'économie circulaire, en s'intéressant au sujet d'une consommation plus vertueuse de l'énergie, en évitant certaines dépenses, en diversifiant aussi nos sources d'énergie. Et puis ensuite, en changeant aussi notre rapport, d'autres fables rentrent sur ce sujet-là, mais notre rapport au voyage au long cours, peut-être en les limitant, en faisant moins dans l'année, en choisissant d'autres moyens de transport que ceux qui sont les plus polluants, et ainsi de suite. Un autre élément sur lequel on a vraiment un pouvoir à jouer, qui en fait, quand on étudie l'impact écologique des ménages français, est absolument capital, c'est la banque. Parce que figurez-vous que tout l'argent que vous mettez en banque est utilisé par ces banques de façon assez libre pour financer ce qui leur rapportera le plus d'argent. Et pendant très longtemps, ce qui leur apportait le plus d'argent, c'était des investissements dans le secteur hydrocarbures. Et du coup, nous, même si on a un comportement de vie très très sain, si notre argent est placé dans une banque qui est assez peu regardante, comme c'est le cas de la plupart des banques françaises, et en tout cas des plus grosses d'entre elles, sur l'usage qui est fait de ces fonds, finalement, on est associé à un impact écologique qui est assez terrible. Et du coup, dès aujourd'hui, changer de banque pour une banque qui proposera les mêmes services, mais qui sera désinvestie de ce type d'activité,
comme ça peut être le cas notamment, enfin, en tout cas des banques qui vont plus loin dans les critères qu'ils mettent en place. Ça peut être le cas du crédit coopératif, ça peut être le cas de la banque postale, qui par nature n'est pas investie dans le financement de grands projets, que ce soit des projets pétroliers ou autres, donnera à notre argent un impact qui sera bien meilleur. Et ça, c'est quelque chose qui ne nous demande pas beaucoup d'efforts finalement, mais qui aura réellement un pouvoir de changement sur le monde. Parce que si progressivement on est 100, 200, 300, 1000, 10 000, 1 million à avoir ce raisonnement-là, et tout d'un coup à se mettre à privilégier des banques qui n'étaient pas investies dans ces projets, les banques qui à la base étaient investies dans ces projets vont aussi commencer à prendre le sujet beaucoup plus à cœur et beaucoup plus au sérieux. Et pour l'avoir vécu de l'intérieur au sein de BNP Paribas, je sais que même si l'équipe au sein de laquelle je travaillais était convaincue de tous ces différents éléments et voulait vraiment changer les choses, la majeure partie des on va dire banquiers pure souche, pour eux, toutes ces considérations-là leur passaient à des années-lumière. Et leur paye et leur bonus n'étaient pas du tout indexés sur ces éléments-là. Et du coup, ils n'avaient pas d'incitation à s'intéresser et à se pencher sur ces questions. Voilà, quelques petites pistes pour aborder les choses dans le champ de la consommation, dans le champ de l'épargne et de nos banques, dans le champ du rapport à l'espace et voyage. Et puis un dernier élément, c'est dans le champ politique, d'oser, et même à toute petite échelle, oser vis-à-vis de ses parents, vis-à-vis de ses frères et sœurs, de ses amis, de sa famille élargie, de ses collègues, tenir des discours qui appellent à remettre les choses à leur juste place et peut-être à déprioriser certains éléments qui étaient perçus comme les soubassements de toute activité économique saine, comme par exemple la recherche effrénée du profit ou le système qui veut que on soit basé sur une rémunération des actionnaires à l'investissement. C'est des choses qu'on prenait comme des évidences qui aujourd'hui ne le sont peut-être plus. Alors, tout n'est absolument pas à jeter et on a du bon à garder dans tous ces systèmes-là, mais il faut en tout cas poser la question et s'interroger, à mon sens. Et ce que j'allais dire, pour moi, la morale directe de la fable, c'est accepter de sortir la tête de l'eau, de sortir des débats, tu vois, dans lesquels on nous baigne, et développer un esprit critique pour pouvoir réagir plus rapidement et notamment repérer les porcins qui se font prendre dans le feu, quoi. Parce que la personne dans le troupeau n'a osé lever la voix. Et c'est un peu notre responsabilité d'avoir toujours les yeux ouverts sur ce qui se passe autour. Faire les antimédias. Et faire les antimédias. Et bien, s'il n'y a pas d'autres questions, moi je voulais d'abord remercier tout le monde d'avoir assisté. Merci Damien pour cet éclairage, pour la lecture de la fable très intéressante et qui nous donne envie d'aller agir dès maintenant. Juste un rapide rappel sur Le Monde à Poil. Donc, Le Monde à Poil, là, on a eu une première saison de Fable en podcast. On va avoir une deuxième saison de podcast qui va reprendre au mois d'août. Et l'événement majeur qui arrivera donc fin septembre avec le lancement du crowdfunding pour pouvoir éditer et imprimer le livre Le Monde à Poil, qui est donc un recueil de 100 fables sur différents thèmes. Les 100 fables sont entièrement créées et écrites par Damien Héron. Elles ont été illustrées par Constance Auger. Et l'objectif est qu'une fois imprimés, tous ces livres soient disponibles pour vos cadeaux de Noël. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien rater de nos actualités et surtout ne pas rater le lancement du crowdfunding. Merci à tous et à très vite. C'était Le Monde à Poil, animé par Philippine Héron, fable Damien Héron, illustration Constance Auger.